cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. La crise sanitaire liée au coronavirus paralyse tous les secteurs d'activité, mais l'économie togolaise s'en sort plutôt bien, selon le FMI. Les explications dans ce journal. Et puis les parlementaires togolais sont appelés à se mobiliser pour soutenir la mise en œuvre du projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, WACA. Les explications également à suivre dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Marquée par les effets du Covid-19, l'économie togolaise maintient toujours sa résilience. Actuellement, la production industrielle et le commerce de bétail ont repris. Bien que la balance commerciale enregistre une légère baisse, le déficit budgétaire est maîtrisé. Et c'est là le tableau de l'économie togolaise peint par le Fonds monétaire international, le FMI. Plus de détails dans ce dossier signé Lucas. Dans un contexte mondial marqué par la crise sanitaire, l'économie togolaise a vécu des moments de turbulence avant de retrouver sa stabilité. Depuis le 6 mars, où le premier cas a été détecté au Togo, au mois de juin 2020, des mesures drastiques ont été prises par le gouvernement pour circonscrire la pandémie et endiguer sa propagation. Des mesures qui n'ont pas épargné l'économie nationale. Elle a été durement éprouvée. Grâce aux mesures d'accompagnement mises en place par le gouvernement, elle s'est refaite une nouvelle santé et a développé une résilience face aux effets néfastes de la maladie. L'économie a eu un creux entre mars et juin, vraiment un creux, un ralentissement, une croissance négative. Mais à partir de juin, on est entré en territoire positif en termes de croissance, l'économie a repris et c'est assez soutenu. Donc, lorsqu'on mettra l'image ensemble de mars à maintenant, on va dire que l'économie a été résiliente. C'est vraiment le fait qu'on veut souligner. L'économie togolaise a été résiliente par rapport aux effets dévastateurs de la Covid-19. Résiliente pour plusieurs raisons, notamment déjà la structure économique du pays, qui est à moitié extravertie, mais aussi qu'il y a des leviers intérieurs qui dépendent de la région. Et aussi du fait de la couronne publique qui a repris le relais du retrait de certaines activités économiques. Donc, on voit les projets de grands investissements, des projets de dépenses publiques qui permettent au gouvernement de maintenir aussi l'économie à flot. Les recettes ont été affectées, ce qui est normal parce que l'économie est en baisse de forme. Et notamment aussi, on voit que l'État a pu être très actif sur le marché financier pour soutenir les investissements. Et lorsqu'on regarde les levées de fonds au niveau du marché régional, c'est très important. Donc c'est ce qu'on peut dire, une reprise après un creux de 3 mois, on a repris à partir de juin. Sur les 6 derniers mois, un régime assez soutenu. Et à l'étape actuelle, on peut conclure que l'économie togolaise a été résiliente. Dans la recherche de moyens pour une lutte efficace contre la pandémie et une relance de l'économie, le pays a été très actif sur le marché financier régional. Pas plus tard qu'en janvier dernier, le Togo a levé 88 milliards de francs CFA. Même si ces opérations ont un impact sur la dette publique du pays, elles restent toujours inférieures au nombre de mois grâce au rebasage effectué l'an dernier. Le rebasage du pays a fait que la dette publique a baissé mécaniquement. Mais le plus important de la dette publique, ce n'est pas son niveau, c'est la capacité à rembourser la dette publique. Actuellement, lorsqu'on regarde, du fait que la Covid-19 a affecté un peu les recettes, affecté dans le sens que l'économie est en difficulté, ce n'est pas le même niveau de collecte qu'avant à cause de la Covid-19. Il va sans dire que la capacité à rembourser la dette, qui est une métrique un peu imaginaire, baisse. C'est-à-dire que le poids du service public dans la recette, si la recette baisse, le dénominateur baisse, tout le ratio baisse. Donc, la Covid-19 joue un peu sur la vulnérabilité des finances publiques. Mais là où c'est solide, c'est que le niveau est en deçà avec le rebasage des 70%. Ça, c'est clair et net. Maintenant, c'est le travail à réduire le coût de l'endettement et à réduire le poids du service de la dette dans la recette.
Le défi reste à maintenir la résilience dont fait preuve actuellement l'économie nationale. Ceci afin de mobiliser davantage de moyens pour la réalisation des projets et programmes mis en branle par le gouvernement à l'heure où une deuxième vague de la pandémie s'annonce. Le ministre du Désenclavement et des pistes rurales poursuit sa tournée d'inspection dans la région des Savanes. Ce matin, il était dans le Tône. Il s'agit d'une tournée de reconnaissance, d'état des lieux et d'évaluation des axes usuels des forces de l'opération Koudjouaré dans leur manœuvre de bouclier antiterroriste dans la région. Chaz Nambaga pour des précisions. Le ministre du Désenclavement et des pistes rurales, qui était Kantine, prend ici connaissance, fait l'état des lieux et évalue les ouvrages ainsi que l'état de la chaussée sur l'axe Naki-Ouest-Tami-Ouakambu dans la préfecture d'Otone. Sur cette piste habituellement utilisée par la force de l'opération Koudjouaré dans sa mission de bouclier antiterroriste dans la zone nord-ouest frontalière avec le Ghana, la plupart des ouvrages de 10 à 15 mètres de portée qui datent de l'époque coloniale sont relativement en bon état. Cependant, d'autres comme ce radier ou ce pont méritent des travaux de grande envergure. C'est des ouvrages massifs réalisés avec des pierres associées au béton qui aujourd'hui continuent par travailler dans de bonnes conditions avec une importance exceptionnelle. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut assurer l'entretien. Cependant, sur le tronçon Tami-Ouakambu, nous avons un ponceau relativement important qui aujourd'hui est à l'état d'un radier submersible. Et ce radier s'est effondré et il n'y a plus de circulation sur ce tronçon. Ensuite, nous avons visité le tronçon Ouakambu-Lodgou. C'est un ouvrage dont la culée s'est effondrée. Donc c'est pour rassurer encore le chef canton et toute sa population que le chef de l'État avait déjà pris les dispositions pour que ce pont soit réalisé dans les meilleures conditions. L'axe d'Apaon-Nyourman est également foulé par le ministre du Désenclavement et des pistes rurales. Il s'agit d'un raccourci pour rallier le camp de Nyourman. Nous nous trouvons sur un tronçon où des ouvrages, des ponceaux ont été construits sans remblai d'accès. Donc nous allons relever tous les manquements, toutes les dégradations, envoyer des équipes pour évaluer le tronçon afin de nous permettre de prendre les dispositions et entreprendre des actions pour la reconstruction et le rétablissement rapide de la circulation sur ce raccourci et faciliter la mobilité à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. L'autre axe majeur visité par le ministre est le tronçon Korbongou-Yembouat, long de 15 km. Il est ponctué par 5 ouvrages dont la stabilité est dangereusement menacée par l'érosion. Après inspection, nous avons constaté qu'effectivement, les ouvrages datent d'avant les années 60-70. Les ouvrages ont déjà servi et il faut remplacer certains. D'autres, il faut les renforcer. Le dallo qui est derrière moi est presque suspendu à 1 mètre du sol. Mais grâce aux roches qui sont en dessous, l'ouvrage tient encore en place. Donc, nous allons le réparer au lieu de le reconstruire avec de l'injection du béton en dessous et le renforcement des ailes, des murs en ailes, des murs en retour. Nous allons bien renforcer ça et ça va continuer à être exploité. À la zone marécageuse, nous allons démolir tous les ouvrages qui sont là-bas et construire une série de batteries d'allo qui vont nous permettre de drainer l'eau dans les meilleures conditions et permettre à nos bonnes femmes de vaquer librement à leurs opérations de commercialisation de tomates. Faciliter la mobilité des forces de l'opération antiterroriste Koudjouaré dans la région des Savanes, tout en permettant aux populations rurales des zones à forte production agricole de vaquer librement à leurs occupations, c'est le but ultime de cette visite du ministre du Désenclavement et des pistes rurales, suite aux orientations du président de la République lors de sa rencontre avec les troupes le 8 février 2021 à Namboudjouga, dans la préfecture de Bengal-Ouest.
La mise en œuvre du projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, WACA-RECIP, nécessite une forte mobilisation des parlementaires togolais. 27 députés donc issus de la zone de couverture du projet ont été sensibilisés ce mardi sur les grands domaines d'intervention du projet, l'érosion côtière et les options de protection de la côte. Voyons cela avec Augustin Kossi. La dégradation du littoral s'accentue et les efforts de protection de la côte s'intensifient. Le projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest WACA pose ses balises pour lutter contre l'avancée de la mer. Les parlementaires issus de la zone de couverture du projet s'informent ici sur les grandes actions, les domaines d'intervention de WACA, l'état actuel de sa mise en œuvre et les perspectives. Le projet a commencé depuis juillet 2018. Nous sommes à la 3e année de mise en œuvre. Et pour cela, nous avons estimé que c'était tout à fait convenant que nous puissions échanger ou informer les parlementaires qui sont aussi des acteurs. On a la disparition de nos terres, mais aussi de nos ressources. Donc nous devons nous pencher sur ce problème pour les aider à survivre. Donc nous sommes là aujourd'hui pour avoir une plus ample connaissance du projet WACA et porter ce que le projet WACA veut faire auprès de nos populations que nous représentons à l'Assemblée nationale. 27 parlementaires ont pris part à cette séance d'information. Les actions du projet WACA s'effectuent dans la région maritime et dans la préfecture de Ao. Selon le ministre de l'Environnement, les parlementaires devraient jouer un rôle d'interface auprès des bénéficiaires. Vous êtes à la fois acteurs et bénéficiaires. Acteurs parce que nous faisons tout ensemble avec vous, autorités déconcentrées et décentralisées. Bénéficiaires parce que les activités sont destinées à vos communautés affectées par les phénomènes d'érosion côtière ou vivant sur le littoral sous les effets des changements climatiques. Dans notre cheminement collectif pour la mise en œuvre du projet, quels sont les goulots d'étranglement, les pistes de solutions proposées, les perspectives pour 2021. Les parlementaires font partie des acteurs dont l'implication est vivement attendue dans la mise en œuvre du projet WACA. Objectif, mobiliser davantage les parties prenantes afin de réduire les risques côtiers et faire face à la dégradation du littoral. Et après avoir été informé du danger que représente l'avancée de la mer si rien n'est fait et les solutions qu'apporte le projet WACA, les parlementaires se sont rendus sur le terrain pour toucher du doigt la réalité. Une visite guidée qui les a conduits à Kossi, Agavi et Bodjomé, sur le littoral. Nous retrouvons Augustin Kossi pour des précisions. Le long de la côte togolaise, à hauteur de Kossi Agavi, des habitations menacées de disparition et la mer qui ne cesse de faire la guerre aux riverains. Des parlementaires venus sur les lieux s'informent de la manière dont les populations vivent le phénomène. Le chef du village, représentant des riverains, ne cache pas ses inquiétudes. Il y avait notre cimetière dans la mer, je voyais mon palais en train de détruire. Je voyais notre grande maison, ça me fait pleurer. Le phénomène de la mer, jusqu'à ce jour, on n'est pas libre. Le projet va faire quelque chose. Il va nous sauver. À ce cri d'alerte, le gouvernement apporte une solution, une innovation scientifique pour protéger la côte et lutter contre l'avancée de la mer. Nous sommes ici à Bodjomé. Le concepteur de la technique explique ses motivations et les ambitions qu'il porte aux élus du peuple. Et c'est avec l'appui du projet WACA. Le système que nous avons imaginé est un mur, c'est une paroi maçonnée qui accuse le choc des vagues, joue ainsi un rôle de brise-lames qui recueille le sable et l'eau repart tout simplement. Alors ce que nous voyons ici, là où nous sommes debout, était beaucoup plus profond auparavant. À cause de cette rangée de pluie,
la mer a toujours apporté le sable et elle est partie sans le sable. Donc c'est un rendement que la mer elle-même elle a fait. En somme, c'est un moteur tout à fait naturel. Actuellement, le système marche à tous les coups. Chaque fois qu'on le réalise, on a cet ensablement-là. Ce que nous avons remarqué avec notre sortie, surtout ce qu'on a vécu au niveau de Togui, Kossi, Agbavi, vraiment c'est un peu horrible. Nous avons aidé, surtout crédibiliser les projets de Ouaka pour que les projets soient réalisés et la population de Agbavi Kossi et la population de Godom aussi, surtout les populations vulnérables, de trouver une solution à leurs problèmes. La réalisation des puits devra s'étendre à des dizaines de kilomètres sur la côte. Il s'agit donc de juguler le double phénomène d'érosion côtière et des changements climatiques dans une approche concertée. La gendarmerie maritime renforce son équipement pour une meilleure efficacité en haute mer. Elle a reçu des équipements de plongée sous-marine de la part du Haut Conseil pour la mer. Miessi Laure Assinam Iyata Aratem pour le compte rendu. Échange de paraphes entre le Haut Conseil pour la mer et la Gendarmerie nationale. Une signature dans le cadre de la remise de plongée sous-marine au profit du groupement de gendarmerie maritime. Une formation spécialisée chargée de sûreté et de sécurité maritime. Le tout pour une valeur estimée à 15 millions de francs CFA. Nous avons des combinaisons néoprène, c'est la tenue complète que le plongeur porte. Il y a la bouteille de l'air, des stabilisateurs, des profondimètres, des ceintures, les tubas, les palmes. Nous allons prendre soin de ce matériel et exécuter les missions que nos chefs nous ont confiées. C'est du matériel de pointe que nous avons eu et nous avons aussi du personnel, des plongeurs qui sont formés. Le Haut Conseil pour la mer nous a promis aussi de former d'autres. La brigade maritime du groupement de gendarmerie maritime a les mêmes missions que les autres brigades territoriales qui sont chargées des missions de police administrative, police judiciaire et police militaire sur terre. C'est ce que la brigade maritime fait sur mer. Et nous faisons les patrouilles, la lutte contre les trafics. Et avec ce matériel dont nous disposons ici, actuellement, nous pouvons faire des enquêtes subaquatiques. Cette action du Haut Conseil pour la mer est un engagement des plus hautes autorités togolaises pour améliorer l'image du secteur maritime pour plus de compétitivité. Par le passé, cette unité n'avait pas de moyens. Et aujourd'hui, c'est chose faite, conformément à la vision du président de la République. Donc, ceci participe à la protection des personnes et des biens. La sécurité est fondamentale pour que l'économie puisse se développer. Sans la sécurité, aucun développement. Donc aujourd'hui, ce secteur est très bien géré. Dans la continuité de sa mission, le Haut Conseil pour la mer a réalisé en 2020 des travaux de réhabilitation des locaux abritant la brigade maritime au port autonome de Lomé et le groupement de gendarmerie maritime. Du matériel avait été offert à ces deux corps pour leur permettre de mieux fonctionner afin d'atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Et parlant toujours de la haute mer, sachez que le nouveau port de pêche, avec le nouveau port de pêche, le secteur halieutique togolais attire beaucoup plus de monde ces derniers temps. Ils sont nombreux, ces pêcheurs, revendeurs et transformateurs qui travaillent et s'en sortent bien grâce aux diverses initiatives prises par le gouvernement pour booster le dit secteur. Les précisions dans ce dossier signé Elie Agba Nyangado. La pêche couvre près de 40% des besoins nationaux au Togo. Comme tous les autres secteurs économiques, le secteur de la pêche bénéficie des interventions de l'État qui visent à le moderniser et à en faire un levier de développement. Le gouvernement veut également, à travers ses appuis multiformes aux acteurs du secteur, leur permettre de vivre de leurs activités.
Un secteur qui a connu un essor spectaculaire à travers la formation et l'information des pêcheurs aux nouvelles méthodes de pêche. Grâce à la politique gouvernementale, les pêcheurs ont une exonération sur le prix du carburant. À l'aide du projet d'appui au secteur agricole PASA, la production est passée de 600 tonnes en 2012 à 3200 tonnes en 2019. Les interventions de l'État auprès des pêcheurs se font également à travers la réglementation des méthodes et des moyens de pêche. Dans la perspective de booster davantage le secteur de la pêche, le gouvernement togolais a construit à Gbetchogbe dans le Golfe 6 un port de pêche disposant de plusieurs quais, dont un spécialement dédié aux pirogues de pêche et aux entrepôts frigorifiques. La construction de ce port de pêche a engendré près de 8000 emplois, comprenant les pêcheurs et les transformateurs de poissons. Selon les données de la direction de la pêche et de l'aquaculture, entre 2018 et 2019, 37 102 tonnes de poissons ont été pêchés au Togo. Aujourd'hui, le secteur de la pêche contribue à 4,5% au produit intérieur brut et emploie au moins 22 000 personnes, dont 10 000 pêcheurs et 12 000 femmes transformatrices de poissons. Le collège d'enseignement général d'initiative locale de tout le monde dans la préfecture de Blita a été ravagé par un incendie. Informé, l'Agence nationale de protection civile a volé au secours des sinistrés sur initiative du chef de l'État. Le compte rendu avec Désiré Alaloi. Besoin d'urgence à Toumoulou, dans la Délé, 120 km au sud-ouest de la ville de Blita. Ici, le CJ de la localité a été ravagé par un incendie le 25 janvier 2021. Les 4 appartements sont réduits en cendres. Prompte réaction de l'Agence nationale de protection civile ANPC avec 200 feuilles de tôle, 350 chevrons et 65 kg de pointe, dont du chef de l'État pour refaire les appartements améliorés en espérant des bâtiments modernes dans un proche avenir. La passage de la classe disposée pour un incendie criminel. L'ANPC en tant que chargé de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de protection civile a eu des ordres de son premier responsable, le ministre de la Sécurité de la protection civile, qui a reçu les ordres de son excellence, le président de la République, qui ne ménage aucun effort quand il s'agit de la protection civile. C'est dans ce cadre que nous sommes là ce matin pour donner un coup de pouce à cette population pour que les élèves puissent se prendre en coup. Joie manifestée des bénéficiaires. Les populations de Toumoulou remercient vivement le chef de l'État qui a une oreille toujours attentive. Au nom de la glorieuse et joyeuse population de toute la préfecture de Blita, je tiens à adresser un sincère merci au chef de l'État pour la promptitude avec laquelle il a réagi en envoyant sur le matériel. Les menuisiers sont disponibles et dès demain, les travaux de reconstruction des salles de classe pourront commencer. Le CGJ de Toumoulou compte 92 élèves. Occasion pour ANPC et les autorités locales de sensibiliser les populations sur les dangers de feux de rousse qui peuvent entraîner des dégâts très regrettables. Autre point de sensibilisation, le port de masques et le respect strict des autres mesures barrières pour éviter l'infection au coronavirus. Un accord de partenariat vient d'être signé entre l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Togo et l'Association Le Coursier d'Hôpital. L'objectif de ce partenariat est de faciliter l'accès aux soins hospitaliers à toute la population à travers l'application Dokita Eyes. Des précisions avec Aimé Alpha, Gisèle Kozona et Marie-Ange Bida. L'Association nationale des infirmiers et infirmières du Togo, ANIT, et le coursier de l'hôpital international Togo scellent leur partenariat à travers la signature de cet accord. Ces deux organisations veulent amener la population togolaise à adopter la culture du médecin de famille. Ceci via l'application de Dr. Ice, une plateforme mobile de suivi médical disponible actuellement sur Play Store et accessible à tous. L'Association nationale des infirmiers du Togo, ayant vu
la prouesse de cette application nous a approchés pour pouvoir solliciter une formation sur la plateforme. Donc, nous avons formé les infirmiers, nous avons montré aux infirmiers comment est-ce qu'ils peuvent utiliser l'application pour faire le suivi de leurs patients. Le partenariat a mis en place un cadre pour que tous les infirmiers diplômés d'État qui voudraient faire cette initiative à domicile auprès des patients puissent utiliser l'application pour le faire. Donc, les patients pourront utiliser l'application pour demander des rendez-vous à domicile auprès des infirmiers qui viendront donc faire des actes dans un périmètre bien défini, qui est donc de faire la prise des paramètres vitaux et de certains soins infirmiers. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du projet Innovation pour la santé des mères et des enfants au Togo. Le projet numérique, avec la création des carnets digitaux, prend en charge 25 000 femmes enceintes et 100 000 enfants de moins de 5 ans. Ce partenariat est en fait une grande satisfaction pour nous, donc, qui vient couronner plusieurs années d'efforts. Nous avons le bien fondé de ce projet-là, parce que ça peut nous permettre, bien sûr, de faciliter l'accès aux soins à nos populations. Donc l'accessibilité en termes géographiques, l'accessibilité en termes financiers. Donc tout est réuni. Notre association a le devoir ou s'engage à mettre à la disposition de l'hôpital des professionnels de santé, infirmiers, auxiliaires et accoucheuses, formés, qualifiés. Le projet ISME Togo, piloté par Coursier International depuis 2019, est soutenu par le ministère de la Santé et l'ambassade de France au Togo. Ce partenariat devra ainsi faciliter la vie aux patients et aux praticiens de santé à l'intérieur et à l'extérieur des formations sanitaires. Ce communiqué à présent, communiqué de presse du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Des cas de fièvre à virus Ebola ont été détectés la semaine passée en Guinée-Conakry. Il s'agit d'une maladie très grave, hautement contagieuse et très mortelle. Elle se transmet à une personne par contact avec des liquides biologiques d'une personne malade, notamment par le sang, les vomissures, les selles, les urines et les liquides génitaux. Elle se manifeste par une fièvre brusque, accompagnée de plusieurs autres signes, notamment la faiblesse intense, douleurs musculaires, maux de tête, fatigue, nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales et parfois saignements à travers les selles, les urines et le nez. Le ministre en charge de la Santé invite la population à une vigilance plus accrue et à l'adoption de comportements suivants pour éviter cette maladie. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Éviter tout contact avec le sang, les selles, les urines, la salive et les vomissures d'une personne suspecte ou malade d'Ebola. Éviter de manipuler en l'absence de toute mesure de protection appropriée le corps d'une personne suspectée décédée d'Ebola. Bien cuire les aliments, surtout les viandes, avant de les consommer. Devant toute suspicion, informer le personnel, les centres de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et adéquate. La maladie à virus Ebola peut être guérie si elle est détectée et prise en charge précocement dans un centre de santé. Des dispositions urgentes ont été prises par le gouvernement pour répondre à cette urgence sanitaire. Il s'agit entre autres du renforcement de la surveillance épidémiologique, surtout au point d'entrée et dans les formations sanitaires, de l'érection d'un site de prise en charge des fièvres hémorragiques au CHU Campus, de l'activation des équipes d'intervention rapide et du renforcement de la logistique. Le ministre en charge de la Santé compte sur le civisme et la vigilance de tous pour éviter la survenue de cette maladie dans notre pays. Et à présent, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo à ce jour, du mardi 16 février 2021, la situation se présente comme suit au Togo. Le nombre de cas confirmés est de 5 953. 71 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 5 094.
87 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 778 et le nombre de décès est de 81. Les communiqués signés donc par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Deuxième tour des préliminaires des joutes verbales francophones ce vendredi à l'Institut français de Lomé. Tous suffisants et convaincants dans un débat contradictoire avec des problématiques qui interpellent sur le rôle de la femme dans la société et le patriotisme. Chaque candidat aura été excellent lors de cette soirée. Retour donc sur cette soirée avec Abel Aboti, Illuria Chaga et Ramdan Bassina. Entre l'homme et la femme, qui est le plus? Voulant répondre à cette question, l'élection ghanéenne, James Emmer affirme ceci. Aider qu'un homme, c'est aider qu'un individu. Aider qu'une femme, c'est aider qu'une nation. D'un côté, la majorité parlementaire et de l'autre, l'opposition. Au centre des débats de ce deuxième tour préliminaire des joutes verbales francophones, plusieurs thématiques, entre autres, les femmes sont-elles meilleures citoyennes que les hommes et devra-t-on faire du patriotisme une religion? Deux interrogations qui ont suscité divers points de vue des candidats, aussi éloquents et séduisants les uns que les autres. Il est vrai que c'est la femme qui donne vie à l'homme, mais la première femme de la côte de l'homme, ne l'oublions pas. Et justement, à cause de ça, chaque être humain a une valeur inestimable, un rôle important, une place irremplaçable. Dire que le patriotisme devait être une religion, c'est élever la patrie au rôle de divinité. Et ça, nous ne le permettons pas. Elle démontre, elle reflète qu'elles appartiennent à une collectivité, à une commune, à une cité, à une société. Oui, c'est ça la femme. Le jury a été bien impressionné par la qualité des débats, la qualité de la structuration argumentative qu'ont eu les différents candidats. Nous avons vu des débatteurs beaucoup plus détendus, avec un sourire, qui ont développé cette qualité argumentative qui est de rebondir sur les arguments de l'adversaire sans pour autant le blesser. 4 matchs ont été disputés pour ce deuxième tour préliminaire des joutes verbales francophones. Et l'objectif recherché se dégage de plus en plus, celui d'inculquer l'esprit de citoyenneté aux candidats. S'il y a deux religions, elles se couperaient la gorge, mais il y en a 30 et elles vont pas ici Voltaire. Les thèmes choisis ont été basés sur la volonté que le comité d'organisation a d'amener les jeunes à pouvoir comprendre les réalités du développement local, les sous-bassements de la décentralisation et amener les jeunes à pouvoir impacter positivement par des actions citoyennes et des actions qui renforcent le lien social au sein de leur collectivité. C'est une soirée qui aura tenu toutes ses promesses et qui laisse rêver déjà d'un ultime troisième tour plus intense et plus étincelant. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente de nos programmes. Au revoir. L'instant météo avec l'Agence nationale de la protection civile.